Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la visite vétérinaire d'achat. Et pour ça, je reçois Xavier Goupil. Alors Xavier, tu es vétérinaire à l'IFCE, chef de la clinique de Saumur depuis près de 30 ans. Tu es aussi vétérinaire de l'équipe de France de concours complet d'équitation. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Alors je voudrais déjà que tu nous parles en introduction de certaines idées reçues qu'on peut avoir de la visite d'achat. Oui, c'est vrai que la visite d'achat, on y associe souvent un terme un cheval passe ou ne passe pas la visite d'achat. Oui, c'est souvent quelque chose qu'on dit, effectivement. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être qu'on oublie et il va falloir apprendre peut-être à se débarrasser de ces termes-là, puisqu'en fait, la visite d'achat, l'objectif, c'est de mettre en relation un acheteur, un vendeur, et d'essayer de décrire en termes de probabilité si le cheval répond bien à ce que cherche l'acheteur. Enfin là, je parle au niveau santé. Donc finalement, il n'y a pas de cheval qui passe ou ne passe pas la visite d'achat. Il y a des chevaux qui conviennent ou qui ne conviennent pas à un acheteur. Et en fait, la visite, elle va quoi ? Elle va mesurer des risques ? Oui, c'est finalement un exercice de statistique. On essaie de quantifier la probabilité qu'un cheval réponde à la demande des souhaits de l'acheteur. On parle souvent de risques majeurs, courants ? Alors oui, les conclusions auxquelles on s'habitue entre confrères, c'est absence d'éléments significatifs de risque. Ça, c'est le cas idéal où le cheval ne présente pas de risque particulier. La deuxième catégorie, c'est présence d'éléments de risque jugés courants. Donc là, c'est pareil, on émet un pronostic plutôt favorable. Mmh. Et puis la troisième catégorie, c'est le cas défavorable où là, c'est présence d'éléments majeurs de risque. Oui, c'est ça qui va poser problème. Alors, je voudrais qu'on définisse un petit peu ce que c'est que cette visite d'achat et son niveau d'exigence. Il est souvent très variable. Oui, alors le niveau d'exigence, il n'est pas forcément relatif au prix du cheval, pas forcément relatif à l'âge du cheval non plus. C'est vraiment très personnel. Il y a des personnes qui vont avoir un niveau d'exigence élevé et où on va multiplier les tests, que ce soit des tests cliniques ou des tests complémentaires. Et puis, à contrario, on est parfois surpris par des chevaux qui sont connus sur un certain circuit et qui sont vendus pour des sommes élevées et qui finalement passent une visite plus soft. Il n'y a pas toujours le même nombre de radios, le protocole n'est pas toujours le même. Parfois, il n'y en a pas de protocole. Oui, en fait, il faut savoir ce qu'on privilégie. Alors, comme on le disait, il y a une partie clinique. Donc, cette partie clinique, elle se fait en plusieurs temps. En fait, on décrit appareil par appareil, donc appareil respiratoire, appareil cardiovasculaire, appareil oculaire, appareil locomoteur, bien sûr. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'examen statique du cheval. Et tout ça fait que ça représente un certain nombre d'éléments cliniques qui nous sont fournis. Et en fonction de ces éléments cliniques, on peut préciser par des examens complémentaires. Mmh. Donc, c'est pour ça, par exemple, que l'examen radio, ça peut être très basique, avec 4, 6 ou 8 radios, voire très complet avec des protocoles comme certaines agences de vente qui imposent un protocole minimum de 32 radios. Oui, comme Arcana, par exemple. Voilà. D'autant plus, là, il s'agit de sujets jeunes sur lesquels il n'est pas forcément très facile de réaliser des examens cliniques un peu complets. Donc, finalement, plus le cheval est jeune, plus on va privilégier la partie examen complémentaire. Et plus le cheval a de l'âge, et plus l'examen clinique va être prioritaire. Enfin, ça, c'est un avis un peu personnel, mais je crois que ce qu'il est partagé il doit y avoir un consensus là-dessus. Plus les chevaux avancent dans l'âge et dans leur maturité sportive, plus c'est facile de les évaluer. Et finalement, plus l'examen clinique devient prédominant. Oui, et là, on pourra éventuellement se focaliser sur un point particulier s'il y a besoin, avec des radios complémentaires. Voilà, les radios complémentaires, elles vont être appelées par l'examen clinique. C'est ça. Et non pas systématisées comme chez un jeune. Voilà, chez un jeune, on va faire un vrai panel de radios et on va chercher plutôt une perfection de l'image, quoi. Voilà, tout à fait. Alors justement, là, tu as évoqué cette partie clinique, cette partie imagerie dans la visite. Est-ce qu'on peut maintenant les détailler ?
Oui, alors je prends la liberté de compléter un point. Déjà, nous, en tant que vétérinaires, avant d'aborder cet examen clinique et ces examens, forcément, on a un recueil de données, ce qu'on appelle les commémoratifs. Mmh. Donc, c'est à ce moment que on nous décrit l'historique du cheval. Et parce que le vétérinaire, il voit le cheval à un instant T, il est capable de juger ce qu'il voit, mais pas forcément d'évaluer ce qui s'est passé avant. Et ce recueil des commémoratifs qui est sous une forme d'interrogatoire simple via le vendeur, ça c'est un temps important dans la visite. C'est à ce moment-là où le vendeur doit décrire tout ce qui concerne la santé et le caractère du cheval en présence de l'acheteur. Et ça, nous, c'est quand même la base du début de notre travail. C'est de recueillir ces commémoratifs, s'assurer que, en fonction de ce qu'on nous décrit, on va bien vers ce vers quoi l'acheteur nous a convoqués, quoi. Tout à fait. Ça veut dire qu'on va te signaler tout l'historique éventuellement du cheval quand il a un peu d'âge et éventuellement les problèmes déjà rencontrés ou des choses qui peuvent être constatées à la radio mais qui n'ont pas eu d'incidence, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est toutes ces données-là qu'il faut rapidement synthétiser et puis clarifier entre l'acheteur et le vendeur. Voilà, vous savez que, et nous, vétérinaires, on apprend que il y a eu ce problème, voilà, même alors sur des chevaux âgés, mais même sur des jeunes, il y a tout le cheval, il a sa vie privée et il peut lui être arrivé beaucoup de choses, même à l'élevage. Alors, comment se passe l'examen lui-même ? Justement, on disait tout à l'heure, partie clinique, partie imagerie. Comment ça se déroule ? Alors déjà, la première chose, on s'assure qu'il s'agit du bon cheval, donc on vérifie l'identité. On vérifie l'identité. Alors pour ça, on a un livret signalétique, on a un transpondeur, on confronte tout ça. On jette un rapide coup d'œil. Est-ce que le cheval est bien à jour de ses vaccinations ? Est-ce qu'il y a des choses de décrites ? Pendant ce temps-là, on recueille un peu tous les commémoratifs dont on vient de parler. Et puis après, on commence l'examen clinique. Alors l'examen clinique, il commence au box, voir le comportement du cheval, voir s'il a des positions dites antalgiques. C'est-à-dire des positions de confort parce qu'il a mal quelque part. Voilà, un cheval constamment acculé à la mangeoire, un cheval campé, un cheval voilà. Est-ce qu'il a des troubles du comportement ? Est-ce qu'il tique à l'appui ? Est-ce qu'il tique à l'ours ? Enfin, toutes ces stéréotypies, elles sont évaluées très rapidement. Et ça, c'est finalement un clin d'œil de quelques dizaines de secondes dans le box, mais voilà. Ça précède l'examen statique au sens strict, où là, on va faire tout ce qui est palpation, pression, donc recherche de déformation, sensibilité, chaleur, tout ce qui peut être suspect. Ça, c'est quelque chose que tu pratiques à la main ou tu as besoin d'être outillé pour ça ? Alors, il y a une partie qui est très tactile, qui est très manuelle. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde, nous, notre profession, qu'on soit encore capable de palper des chevaux, de les apprécier, voilà. Et puis après, on utilise des outils. Alors, tout le monde connaît le test de la planche, le test de la pince à sonder, enfin, des choses comme ça. Donc ça fait partie des choses qui nourrissent l'examen statique. Alors là, je suis parti sur l'examen locomoteur. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu que notre cheval n'a pas de grosse asymétrie, pas de cicatrices suspectes. Par exemple, j'évoque les cicatrices. On va regarder s'il n'a pas été opéré de colique. Donc, on va regarder au niveau ventral s'il n'y a pas une plaie qui évoquerait une chirurgie de cornage, voire même une névrectomie. Enfin, des choses comme ça qui font que dans la visite, on place ça assez rapidement. Et puis après, on sort nos outils. Donc, on sort le stéthoscope. Donc là, on va regarder l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, l'ophtalmoscope pour regarder l'œil et le fond d'œil. Tout ça, c'est l'examen clinique statique. Ensuite, tu passes à l'examen locomoteur ? Alors, l'examen locomoteur, c'est ce qui prend le plus de temps, finalement. Donc, c'est un examen où on va vérifier que dans toutes les circonstances, et sur différents types de surfaces, sur un sol souple, sur un sol dur, on a une absence d'irrégularité ou pas. Et ce sont des choses très simples, mais on regarde un cheval sur une ligne droite, sur un 8 de chiffre au pas, sur un cercle, aux deux mains, sur un sol dur, sur un sol souple. Et puis on attribue des scores. Donc ça va se faire au trot, souvent, ça. Oui, quoique maintenant, je trouve que moi, personnellement, je regarde de plus en plus les chevaux au pas. Ah oui.
Et on s'aperçoit d'un tas de choses dans la symétrie du mouvement, dans la descente des boulets, tout un tas de petits détails qui finalement nous font voir ou pressentir des choses qu'on va aller voir un peu plus au trot, effectivement. Donc, quand il n'y a pas de boiterie, on a une note de 0 sur 5. Quand on a une irrégularité, 1 sur 5. Et on va comme ça graduellement jusqu'à un 4 sur 5, voire un 5 sur 5 quand le cheval ne pousse plus le pied. Heureusement, c'est pas la vie de tous les jours dans une visite d'achat. À ça, on y associe les fameux tests de flexion dynamique, où on fléchit une articulation. Donc, on met en tension des structures ligamentaires, on met en compression des structures osseuses, et puis on fait trotter le cheval. Et on y associe là aussi un score de 0 à 5 où voilà, un cheval qui est 0 sur 5 spontanément au trot, en ligne droite, va peut-être être 2 sur 5, voire 3 sur 5 en fonction de la flexion. Ça, c'est ce qu'on appelle les flexions, ouais. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche en faisant ça? On va provoquer une contracture, quelque chose? On provoque une tension ligamentaire, une tension de la capsule articulaire ou une compression osseuse. Donc, on génère un inconfort ou une douleur. C'est ça, ouais. Et c'est ce qui va nous orienter par la suite sur des examens un peu plus spécifiques, notamment en radio, en écho. Quand on sera au niveau de l'imagerie, ouais. Quand on a un doute, ouais. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il reste encore des examens à faire ou on passe à l'imagerie elle-même? Alors, quand on a fait tout ce qui est membre du cheval, dos du cheval, cervical, voilà. Et puis après, on s'arrête un peu, on discute déjà il y a souvent une conclusion sur l'examen dynamique du cheval et l'examen locomoteur avant de passer à l'imagerie. Il y a souvent un temps d'échange. Et ce temps d'échange, il est important parce que c'est là où on peut commencer une visite en disant on va faire les radios classiques. Et puis c'est là où le vétérinaire propose d'y associer des examens complémentaires. Complémentaires, effectivement, d'après ce qu'il a vu, quoi. Voilà. Des radios de dos qui n'étaient pas prévues ou des radios de cervicales vont peut-être être décidées. Donc c'est là où on se pose un peu, on réfléchit ensemble et justement la responsabilité du vétérinaire elle commence à intervenir à ce moment-là. Puisque si on a un doute clinique sur quelque chose et qu'on ne propose pas un examen complémentaire derrière, on peut être remis en cause. Bien sûr. Donc cette phase de transition, elle est assez importante. Ouais. Elle est importante, oui. Donc après, une fois que tu as fait cette phase de réflexion en fonction de ce que tu as vu sur le plan clinique, donc tu commences les imageries. Donc ce sont des radios, la plupart du temps. Voilà, on commence très souvent par des radios et on fait les radios à minima. Des articulations basses, les pieds face profil, les profils boulés, les profils jarrés, les profils grassés. Donc là, déjà, on a un bon statut ostéo-articulaire du cheval, sans générer des frais très importants. Là, on est sur un volume de 10 à 12 radios et on a déjà un bon panel représentatif du statut ostéo-articulaire. Et quels sont les principaux problèmes qu'on va trouver lors de ces examens d'imagerie radiologique à ce niveau-là? Alors, c'est toute la pathologie, tout notre quotidien, mais toutes les arthropathies, toutes les ostéochondroses, toutes ces choses-là. C'est-à-dire des fragments osseux qui vont se promener dans les articulations, notamment. Mais aussi des défauts de minéralisation par hyperminéralisation ou hypominéralisation, ce qu'on appelle les densifications osseuses ou autrement les ostéolyses, qui vont nous alerter sur des problèmes à venir. Voilà, et peut-être même que... Alors, la radio, ça pourrait être complété par des examens d'IRM, par exemple. Quand on a un doute sur une image suspecte qui n'est pas identifiable complètement à la radio, on peut compléter, envoyer le cheval dans une clinique spécialisée ou un centre spécialisé pour faire une IRM, où là, on va identifier des œdèmes osseux, des contusions osseuses, des choses plus subtiles qu'on ne verrait pas à la radio. Ouais. On va faire de temps en temps aussi une échographie quand on a un doute. Oui, alors les échographies, elles sont de plus en plus en routine dans les visites d'achat pour les structures. Alors à l'écho, on évalue les structures essentiellement ligamentaires, tendineuses, voire musculaires. Elles sont de plus en plus en routine, surtout sur les chevaux d'âge. Donc on voit beaucoup plus de choses. Notre profession, elle a évolué avec des diagnostics radio. Où il y a 30 ans, on faisait beaucoup de radio et pas d'écho. Et maintenant, on a inversé notre proportion d'examens complémentaires en faisant beaucoup plus d'écho que de radio. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le dos aussi peut faire l'objet d'examens d'imagerie. Oui, alors souvent, ils sont sur un jeune cheval, par exemple, ils sont pas prévus au départ. Et puis, ils sont décidés en fonction de l'examen clinique. Et ces examens radio, ils concernent tout le rachis, c'est-à-dire cervical, la partie thoracique, lombaire.
Et si on veut apprécier la partie du bassin, là, on est sur des échographies de la région du bassin. Et donc, on a quand même maintenant un certain nombre de choses à notre disposition pour préciser. En tout cas, en termes d'une visite d'achat, on va lever des doutes pour essayer de, toujours pareil, arriver vers ce pronostic sportif ou au moins d'essayer de quantifier au mieux la santé du cheval qui doit correspondre au projet de l'achat. Alors, une fois que tu as fait tous ces examens, tu vas rédiger un compte-rendu d'examen de visite avec un avis, j'imagine, de vétérinaire. Oui, alors voilà, il y a une partie administrative derrière qu'il faut vraiment écrire tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Chacun se fait son protocole et puis coche les cases. C'est très simple, hein. C'est comme un contrôle technique d'une voiture, il y a des points et puis on met en face, on a une case anormale, une case suspecte et une case normale et puis en fonction de la case cochée, on argumente. Ça, c'est un point important. Derrière une visite d'achat, il faut vraiment qu'il y ait un compte-rendu qui soit bien rédigé, qui soit clair, qui soit compréhensible. Parce que tout vétérinaire croise des propriétaires qui ils consultent des chevaux pour une boiterie, par exemple, et puis qui nous disent il a passé une visite il y a 1 an ou 2, et puis on demande ce compte-rendu de visite pour essayer de repartir de cette base-là. Et puis on s'aperçoit des fois que le compte-rendu, il n'est pas toujours très bien rédigé. Pas assez explicite, quoi. Oui. Et ça, c'est important de fournir à l'acheteur et même pour la responsabilité du vétérinaire, c'est important d'être clair. Oui, parce que c'est un autre aspect dont on peut parler maintenant, ces aspects juridiques. Malheureusement, je veux dire, ils accompagnent ces visites vétérinaires aujourd'hui. Il y a des responsabilités engagées, le vétérinaire notamment, mais peut-être aussi le vendeur d'ailleurs. Oui, alors la responsabilité du vendeur est engagée. Alors il y a toute cette notion de vice rédhibitoire et de vice caché qui peuvent apparaître ultérieurement lors de l'utilisation postérieure du cheval. Donc, c'est là où on est assez heureux d'avoir un compte-rendu clair, que tout le monde a compris et qui a été signé. Et voilà, il y a des choses, encore une fois, on voit les chevaux à un instant T, parfois après une période de repos, parfois ils ne sont pas en pleine activité, des fois dans des conditions qui ne sont pas idéales, donc avec des examens cliniques qui sont partiels ou un peu approximatifs. Donc on est forcé de composer avec tout ça, mais tout ça, il faut le référencer, il faut l'argumenter. Donc oui, il faut vraiment un compte-rendu précis. Oui. Et tu recommandes un contrat éventuellement entre acheteur et vendeur ? Alors, pour la sécurité de tout le monde et la clarté des choses, oui, l'IDE, l'Institut du droit équin, qui travaille en collaboration avec l'IFCE sur ces sujets, ont rédigé un contrat type qui est facilement accessible sur le site de l'IDE et téléchargeable. Et là, on revoit bien toutes les étapes et notamment le fait de contractualiser, c'est clair, c'est précis et justement de garantir ou pas la notion de vice caché. Absolument, oui. Il y avait une garantie de 2 ans à propos d'un marché, notamment entre professionnels et amateurs. Elle n'existe plus, je crois. Alors ça, c'était une garantie de conformité qui disait que le vendeur professionnel devait reprendre le cheval dans un délai de 2 ans à un acheteur amateur en cas de problème. Et ça, cette garantie-là est levée depuis le 1er janvier 2022. D'accord. Ce sont des sources IDE, donc... Oui. Ça enlève un poids, notamment pour les professionnels. Voilà. Ça arrive qu'un vétérinaire se trompe dans une visite ? Heureusement. Oui, on a tous un mea culpa à faire. C'est-à-dire, on a tous eu des avis défavorables, voire très défavorables, sur des chevaux qu'on fait carrière. Ça reste un avis et ça reste des statistiques. C'est-à-dire que quand on a un avis très défavorable, si on le traduit en statistiques, on peut se dire ce cheval a 95 ou 98% de chances d'avoir un problème par rapport à ça. Mmh. Bon, mais si on dit ça, il a aussi 3 à 5% de chances de ne pas avoir de problème. Et donc, c'est normal que de temps en temps, qu'on ait tous, on se soit tous prononcés défavorablement sur des chevaux qui ont fait carrière. A contrario, là où c'est plus embêtant, c'est quand on émet un pronostic favorable sur un cheval qui ne fait pas carrière. Et c'est là où des fois c'était explicable au moment de la visite, mais c'était un vice caché, donc non identifiable. Et la responsabilité du vétérinaire est engagée dans ces cas-là ? Le vétérinaire, il a une obligation de moyens, mais pas d'obligation de résultat, comme en médecine humaine. Oui. C'est-à-dire que
Si on a été négligent sur certains points, oui, la responsabilité du vétérinaire pourrait être engagée. Mais si on n'a pas été négligent et que, au vu des commémoratifs, au vu de l'examen clinique et des examens proposés, qui ont pu être refusés aussi, parce qu'il y a des examens complémentaires qui peuvent être refusés par l'acheteur. Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. Donc, pour des raisons de coût, souvent. Voilà, pour des raisons de coût, exactement. Donc, voilà, la synthèse de tout ça fait que s'il y a une négligence, oui, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée, mais on a parfois des circonstances atténuantes. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut considérer aussi que souvent le compte-rendu de visite, lorsqu'il est suffisamment explicite et complet, peut être aussi un moyen pour l'acheteur une conduite à tenir par rapport à des risques identifiés ? Oui, on peut s'en servir comme base de départ parce que les chevaux parfaits, on sait tous qu'il n'y en a pas et que voilà, donc on peut identifier des problèmes entre guillemets, qui peuvent trouver des solutions thérapeutiques et proposer ces solutions thérapeutiques. Mais tout ça dans un contexte qui aura été discuté, où on connaît le niveau souhaité requis du cheval, qu'on sait qu'il va travailler sur tel et tel type de sol avec des ferrures de qualité et ainsi de suite. Dans un cadre idéal comme ça, on peut aussi proposer en tant que vétérinaire des solutions thérapeutiques qui peuvent être de la physio ou de la médecine, voire de la chirurgie, qui sont des choses qui peuvent être prises en compte par l'acheteur, et ça sera pour lui aussi un thème de réflexion pour savoir si lui décide ou pas d'acheter le cheval en fonction de ces données-là. Oui, ça lui donnera une conduite à tenir, effectivement, pour se préserver un peu de ces risques. Et souvent, c'est intéressant aussi d'avoir un historique des différentes visites qui ont pu être faites avant pour voir les évolutions de ces pathologies. Oui, tout à fait, parce que combien de chevaux de 3 ans sont partis avec un dossier radio qui était défaillant ou pas complètement satisfaisant, et puis le cheval, il se retrouve à 12 ans à passer une visite véto avec le même signe radiologique qui n'a pas évolué. Ouais. Et là, c'est complètement confortable de tracer l'historique de cette visite et de s'apercevoir que finalement, ça n'a pas évolué. Alors Xavier, on arrive à la fin de notre entretien. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce que c'est que cette visite d'achat, son rôle ? Finalement, c'est un avis technique avant tout, dans un contexte particulier ? Voilà, c'est ça, c'est un avis technique d'un cheval à un instant T qui engage la responsabilité du vendeur, du vétérinaire, et qui doit être le plus précis possible pour donner le plus d'éléments possible à l'acheteur qui, in fine, décide d'acheter ou pas le cheval, même avec des réserves majeures. Il y a des chevaux qui sont achetés. Bien sûr. Et donc ne pas perdre de vue que le seul décideur, c'est l'acheteur, et que la visite vétérinaire est une notion de conseil dans un contexte de probabilité et qui doit éclairer Voilà, donc il n'y a pas de chevaux qui passent ou qui ne passent pas la visite. Merci Xavier. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.